Bonjour à tous. Cette rentrée s'annonce chargée sur le plan des réformes, sur le plan économique en particulier. Et pour en parler, j'ai invité Philippe Aghion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes professeur au Collège de France, vous enseignez aussi à Harvard, à la LSE, la London School of Economics. J'avais envie d'avoir aujourd'hui votre avis sur cette rentrée, avec peut-être essayer de comprendre en quoi on a aujourd'hui un projet de transformation de la France, tel qu'il est décrit par Emmanuel Macron. On a eu cet été des signaux un petit peu contradictoires avec la polémique sur les APL, dernièrement la polémique sur la réduction des emplois aidés, bref des polémiques qui nous ramenaient à des sujets très budgétaires, à des petits coups de rabot, et en même temps un président qui nous a dit « mais moi mon ambition c'est de transformer la France ». Alors on a certes cette réforme du Code du travail qui arrive, est-ce que c'est suffisant? En quoi il faut aller plus loin aujourd'hui pour avoir réellement un projet de transformation? C'est un des piliers, mais ce n'est pas suffisant. Donc si vous voulez, il s'agit de devenir vraiment une économie d'innovation. Et dans une innovation, c'est une économie où les individus sont amenés à changer de travail, de secteur, tout le temps, parce qu'il y a sans arrêt de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités. Voilà, ça c'est une économie d'innovation. Oui. Et nous avions une économie, disons, de rattrapage, et où on passe toute sa vie dans le même secteur, c'est pour ça qu'on a plus de 100 caisses d'assurance maladie, on a 38 caisses de retraite, on a des systèmes très compliqués, mais finalement chacun s'y retrouvait parce que c'était très corporatiste. Voilà, on reste dans sa corporation et dans son secteur. Mais une économie d'innovation, c'est pas une économie corporatiste. Il faut sortir de ça, et donc il faut faire des grandes transformations. Donc d'abord, il faut le marché du travail, il faut la vraie flexi-sécurité, mais vraiment, c'est-à-dire... Alors dans la réforme du Code du travail telle qu'on la conçoit aujourd'hui, on a l'impression qu'on est beaucoup dans la flexibilité, et beaucoup disent il manque la sécurité. Elle est où la sécurité la sécurité, ça va être l'assurance chômage généralisée, donc ça il faut absolument la faire très rapidement. Elle va coûter à peu près 5 milliards. C'est-à-dire que même si vous êtes... un petit peu plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si vous êtes auto-entrepreneur, ou si vous êtes... même on va permettre à des gens qui, même s'ils sont employés tous les 5 ans, de pouvoir chercher un travail, se mettre au chômage et toucher le chômage. Si vous voulez, c'est de se dire, comme je suis amené à changer de secteur ou de type d'emploi ou de type de contrat, il faut une couverture qui soit très large. Quelle que soit ma situation, j'ai une couverture équivalente à celui d'à côté. Exactement, et que ça soit piloté vraiment par l'État. Donc il faut vraiment nationaliser l'assurance chômage. Donc ça, c'est une grande réforme. On va arriver à un système à la danoise, en gros. Ça, c'est un des pans. Mais par contre, tout ce qui est négociation salariale, conditions de travail, etc., à l'intérieur de certaines normes, évidemment, devra se faire davantage au niveau de l'entreprise ou de la branche. Donc l'idée, c'est qu'on décentralise un certain nombre de choses, mais tout ce qui est couverture sociale, elle est centralisée et étatisée davantage. Et on arrive vraiment au système scandinave. Donc si vous voulez, ça, c'est vraiment la grande réforme, et ça va évidemment de pair avec la formation professionnelle. C'est-à-dire il y a le troisième volet. Puisqu'on a les fameux 34 milliards qui ne servent pas à grand-chose. Là, il y a des systèmes, enfin, en Allemagne, qui marchent très très bien. Chacun reçoit un chèque formation, et il y a concurrence entre prestataires de formation agréés, évidemment, pas qu'il y ait des charlatans qui arrivent. Et le but pour vous de la réforme de la formation professionnelle, c'est d'abord de faire des économies sur ces 34 milliards qu'on peut qualifier, j'allais dire, quelque part, pas de gabegie, mais en tout cas, on sait qu'il y a énormément de gâchis. Oui, mais enfin, c'est l'idée qu'il soit bien utilisé, quoi. C'est-à-dire, je ne suis pas pour réduire l'investissement dans la formation professionnelle. On peut faire vraiment mieux avec beaucoup moins. Voilà, l'idée n'est pas de réduire les dollars, c'est de faire beaucoup mieux avec ce qu'on dépense, voilà. Et qu'il y ait retour sur l'investissement qui soit beaucoup plus élevé. Des économies, il va falloir en trouver. Mais je pense pas, c'est pas le sujet que... Oui, mais on parlera des économies tout à l'heure, mais c'est pas, je ne propose pas d'économiser sur la formation professionnelle. Mais plutôt, c'est de dire, il faut utilisons mieux ce qu'on dépense déjà dans la formation professionnelle. D'accord. Alors là, on a beaucoup parlé du marché du travail. Tout ça, c'est le marché du travail. Et puis, alors, l'autre grande réforme, ça sera la réforme de l'État et de la fiscalité. Donc vous avez déjà vu que, très important, le président de la République a dit très clairement, nous ne retardons pas le passage à la taxation forfaitaire des revenus du capital et de dire l'ISF sur l'immobilier, mais pas sur le mobilier. Donc ça, je crois que c'est des marqueurs très forts qui, à mon avis, encouragent l'investissement. On va retrouver l'investissement. On va retrouver l'investissement, je pense que ça donne un signal très très fort. Mais il faut une réforme de l'État. Les pays scandinaves ou le Canada ont accru leur croissance parce qu'ils ont fait des réformes fiscales adossé à une réforme de l'État. Les deux vont ensemble, vous voyez. Et donc, il faut faire cette grande réforme de l'État. Alors, la réforme de l'État, j'allais dire, ça fait des années qu'on en parle. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept de réforme de l'État? L'idée de la réforme de l'État, c'est d'abord de dire l'État doit définir un périmètre. C'est-à-dire de dire, voilà, donc il faut d'abord que le retour sur investissement public soit... On regarde le retour sur investissement public, d'accord? Et puis, il y a des sources d'économie. Je disais tout à l'heure qu'on était une économie très corporatiste, avec cette multiplicité de caisses, de
niveau. Il faut simplifier tout ça. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà des choses qu'on peut faire à court terme voilà. et à plus long terme. Alors, à court terme, bon, très court terme, malheureusement, c'est le rabot est le seul moyen d'avoir des économies à très très court terme. Ça, on ne peut pas faire autre chose. Donc, vous avez de l'indulgence, on va dire, pour les mesures qui ont été prises pour boucler le budget 2017. J'aurais pas fait l'APL comme ça a été fait, mais ça, tout le monde, le président de la République est le premier à reconnaître que c'était une bourde. Bon, donc, voilà. J'aurais pas fait ça. Mais le rabot est le seul moyen à court terme de rester dans les clous des 3%. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, après, on a certaines choses qu'on peut utiliser, qu'on utilise, qu'on n'utilise pas. Ça, c'est au gouvernement de voir. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Les économies, les vraies réformes qui donnent des économies à plus long terme, c'est à partir de 2019. Alors, moi, je vois les chantiers suivants. Je pense les contrats aidés. Je pense qu'on peut supprimer beaucoup de contrats aidés et se faire des économies importantes. La deuxième, c'est les niches fiscales, logement, Jean Pinel, qu'il faut remettre à plat. Donc, Girardin, Pinel, je ne sais pas s'il faut les supprimer, mais en tout cas, il faut les remettre à plat. Et je pense que là, il y a des économies importantes à faire. On vous dira que sur le secteur du logement, si on s'arrête un instant, ces niches fiscales, elles sont certes considérables en volume, mais elles sont aussi le levier de la construction mais il y a les zones tendues, mais il y a les zones tendues et les zones non tendues. Donc, il y a des zones où on ne vont pas supprimer parce qu'il y a des zones où il faut aider, voilà, mais il y a des zones qui sont des zones où on n'a pas besoin, où il y a des effets d'aubaine énormes. Des aides à la pierre dans les zones tendues, ça reste légitime. À mon avis, oui, mais dans les zones non tendues, non. Donc là, il faut être plus sélectif, d'accord. Et puis également, je pense que moi, je suis pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans des secteurs autres que la santé et l'éducation. Du quinquennat Sarkozy. Oui, mais dans les secteurs autres que la santé et l'éducation. Là, on disait dans tous les secteurs. Donc moi, je pense l'éducation et la santé, non. Donc là, on a clairement besoin mais dans des secteurs autres que la santé et l'éducation, je reviendrai à la norme du 1 sur 2 et l'État a deux leviers. L'État peut le faire directement sur les emplois qu'il contrôle ou à travers la dotation aux collectivités territoriales. Il faut s'assurer que personne dans les collectivités locales travaille moins de 35 heures. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup moins de 35 heures. Il faut s'assurer qu'ils travaillent 35 heures. Donc je pense que là, il y a matière à faire des économies importantes. On avait aussi parlé de la suppression des 35 heures à un moment. Ça ne vous paraît pas être une nécessité? Non, je ne remets pas en cause, je reste aux 35 heures, mais il faut travailler 35 heures. Voilà. Déjà travailler 35 heures, ça fait déjà d'énormes économies. Donc là, je pense qu'il y a un levier. Ça, c'est des leviers, disons, quand je dis court terme, c'est qui donnent déjà des économies en 2019. Voilà. Et puis, à plus long terme, je crois qu'il y a 3 grands leviers. Je pense qu'il y a le millefeuille territorial. Je pense que nous avons trop de communes et il faudrait que les maires deviennent des agents des intercommunalités. C'est-à-dire que dans les zones rurales, c'est l'intercommunalité qui devrait être l'unité de base. Et dans toutes les métropoles, de manière obligatoire, ça devrait être la métropole qui devienne l'unité de base. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de superposition de niveau. Voilà. Et donc ça, je pense, c'est le millefeuille territorial. Et il y a ce que j'appelle le millefeuille social. C'est-à-dire qu'il faut aller vers des guichets uniques, allocation familiale, retraite, vous voyez, bien que tout ça, il y ait des guichets uniques. Au lieu d'avoir une multiplicité de caisses et de guichets, aller vers les guichets uniques. Un seul point d'entrée des allocations. Exactement. Et donc d'aller vraiment vers une simplification. Et puis enfin, l'informatique permet aux citoyens, parce que les citoyens la numérisation, c'est notamment permettre aux citoyens d'évaluer la qualité des services publics. Je pense que le citoyen joue un rôle beaucoup plus important. Et bien là, je crois qu'il y a aussi matière à faire des grandes choses. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. On voit que les chantiers de transformation sont effectivement nombreux et complexes. Merci à vous, Philippe Aghion. Au revoir.